el problema de que los tribunales acepten a al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. Los letrados del Tribunal de Justicia, hace 20 años, nos decían el tribunal no va a aceptar la legitimación activa del Frente Polisario. Afortunadamente, lo ha hecho. Este ha sido un grandísimo paso. Pero, insisto, creo que esta es la vía que se debe ejercer para defender la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas? Yo creo que no hay que esperar gran cosa de Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque se suele poner como ejemplo, y antes ha hablado el representante de Timor Oriental, el ejemplo de Timor. Bueno, pues en el caso de Timor, las Naciones Unidas no hicieron nada más que esperar a que se celebrara el referéndum, pero hizo mucho menos de lo que está haciendo en el caso del Sáhara Occidental. Existe un precedente importante en el derecho internacional que es el de Namibia. Las Naciones Unidas crearon un órgano de Naciones Unidas, el Consejo de Naciones Unidas para Namibia, que representaba los intereses y los derechos del pueblo namibio. El Consejo de Naciones Unidas para Namibia llegó a presentar demandas ante los tribunales de los Países Bajos contra empresas que estaban negociando ilegalmente los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales con Sudáfrica. Es el mismo caso que el Sáhara Occidental, pero en el caso de Namibia había unanimidad en las Naciones Unidas. En el caso del Sáhara Occidental ya sabemos que especialmente Francia está en contra de cualquier acción que pueda favorecer la descolonización del territorio. ¿Qué vías nos quedan? En el derecho internacional hay que tratar de utilizar las vías que ofrece el derecho de la Unión Europea, porque es digamos, la organización de integración regional que más separados tienen los poderes, en los que los jueces pueden decir algo que no les guste, al poder ejecutivo. Pero también tenemos la vía interna, tenemos el ejemplo de Sudáfrica, el ejemplo de Panamá, ejemplos de demandas que se han presentado por el Frente Polisario contra empresas que están traficando los fosfatos del Sáhara Occidental. Y tenemos una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Sudáfrica declarando que los fosfatos que habían salido de Layún son producto robado y que por lo tanto son propiedad de la República Saharaui. Esta es otra vía a seguir, la de los estados que reconocen a la República Saharaui como Estado. En el derecho interno de los estados europeos es muy difícil. Por problemas estrictamente jurídicos. Primero, el tribunal tendría que aceptar que el Frente Polisario representa al pueblo saharaui, que tiene legitimación para presentar esa demanda. Hay problemas jurídicos importantes que están más en manos de un despacho de profesionales, de abogados profesionales. Yo soy profesor y este es el caso, por ejemplo, de Gilles y Manuel Deber. Pero como digo, son cuestiones, lo que hay que tener muy claro es que no cabe esperar nada de Naciones Unidas, que la única forma que tenemos en estos momentos de actuar es acudiendo al derecho interno de la Unión Europea y de sus estados, y que hay que tener mucho cuidado, lo mismo ante el Tribunal de Justicia que ante los tribunales internos, de cómo se presentan las demandas contra empresas que están negociando ilegalmente en la explotación de los recursos naturales, porque una demanda mal presentada puede suponer que se archive el procedimiento y que no se permitan futuros procedimientos. Por eso creo que, creo que es básicamente lo que quería comentar y, bueno, quizás luego si hay un debate, pues podemos abrirlo. No quiero ocupar más tiempo. Je vous remercie, professeur Soloita, pour votre présentation. En effet, comme vous l'avez dit, la question
doit être traité أشكرك ثروت على هذا التقديم. difficultés, mais également طرحت les voies du droit interne. Et donc, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Hamza Haj Sherif, qui est docteur en droit à l'Université de Bordeaux en France. Et il a notamment soutenu sa thèse de doctorat il y a 2 ans avec le titre « Le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans les territoires occupés et les territoires non autonomes ». Vous avez la parole. Monsieur Hamza. Bonjour. Merci Fatorini. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Excellence ambassadeur, représentant permanent, mesdames et messieurs les membres des missions permanentes, chers collègues juristes et défenseurs des droits de l'homme. Tout d'abord, j'aimerais remercier le groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental pour m'avoir invité à participer à cette visioconférence qui aborde la thématique de la violation des droits de souveraineté permanente du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles. Mon intervention portera sur une brève présentation des régimes juridiques applicables à l'exploitation des ressources naturelles dans le territoire du Sahara occidental. Un régime qui découle directement du statut juridique de ce territoire. La détermination des régimes juridiques applicables à l'exploitation des ressources naturelles doit reposer sur toutes les branches du droit international applicables au cas du Sahara occidental, notamment le droit des Nations Unies relatif à la décolonisation, le Yus ad Ballum, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, et le Yus in Billu, c'est-à-dire le droit des conflits armés. Concernant le droit des Nations Unies relatif à la décolonisation, le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome depuis 1963. Il en découle que le peuple du Sahara occidental possède un droit à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 et un droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles conformément à la résolution 1803 du 14 décembre 1962. Le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est également reconnu au peuple sahraoui en vertu de l'article 1er du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'en vertu de l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Les implications de la mise en œuvre du droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans un territoire non autonome peuvent être déduites de l'avis juridique qu'avait rendu en 2002 le conseiller juridique de l'ONU, Hans Corell. Selon les conclusions de cet avis, les activités d'exploitation des ressources naturelles dans un territoire non autonome doivent être menées dans l'intérêt de son peuple et conformément à ses souhaits. Il y a lieu de souligner que le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est largement reconnu comme un droit opposable erga omnes et une norme impérative jusqu'au gens. L'implication des États tiers dans l'exploitation des ressources naturelles dans le territoire du Sahara occidental peut être qualifiée comme une violation de l'obligation de ne pas prêter aide et assistance dans la commission des faits internationalement illicites consacrée par le droit international coutumier. Il y a lieu de relever que les conclusions de l'avis juridique de M. Hans Corell sont souvent déformées par certains membres de la communauté internationale dans le but de justifier leur implication dans l'exploitation des ressources naturelles dans le territoire du Sahara occidental. Les déformations portent essentiellement sur 3 éléments. 1. Le recours à la notion de puissance administrante de facto qui n'existe pas en droit international. 2. L'utilisation de l'expression population du Sahara occidental au lieu du peuple du Sahara occidental. 3. L'exclusion de la condition de mener les activités d'exploitation en conformité avec les souhaits du peuple du Sahara occidental. S'agissant de l'application du Yus ad Ballum au cas du Sahara occidental,
Il y a lieu de souligner que l'utilisation de la force armée par le Maroc dès 1975 pour occuper le Sahara occidental était en violation avec l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit aux États de recourir à l'emploi de la force d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies. La présence continue du Maroc au Sahara occidental constitue donc une situation créée par la violation de deux normes impératives, à savoir le non-recours à la force et le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Face à cette situation, des États tiers sont tenus par l'obligation de non-reconnaissance consacrée par le droit international coutumier. Il en découle que les États tiers ont l'obligation de n'entretenir avec le Maroc aucun rapport économique relatif au Sahara occidental, ni notamment aucune activité d'exploration, d'exploitation ou d'achat des ressources naturelles de ce territoire. Sur un autre plan, le Sahara occidental est considéré en vertu du Yussin Billu comme un territoire sous régime d'occupation. Par conséquent, toute exploitation des ressources naturelles par la puissance occupante est considérée comme pillage au sens de l'article 47 du règlement de la Haye de 1907 et de l'article 33 de la 4e Convention de Genève de 1949. Des activités d'exploration des ressources naturelles peuvent être qualifiées, quant à elles, comme une tentative de pillage au sens du droit pénal international. Il y a lieu de souligner que les normes du droit international humanitaire, comme la norme interdisant le pillage, sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme des normes impératives jusqu'au gens. Ainsi, toute implication des États tiers dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental constitue une violation de l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance dans la commission des faits internationalement illicites. De même, toute relation commerciale portant sur les ressources naturelles du territoire du Sahara occidental constitue une violation de la part des États concernés de l'obligation de ne pas reconnaître et de ne pas prêter aide et assistance à une situation créée par une violation grave de la norme impérative portant sur l'interdiction du pillage. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Maroc s'est engagé dès 1976 dans l'un des plus importants projets de colonisation de peuplement dans le monde, en violation de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Par conséquent, toute implication directe ou indirecte des États tiers dans l'exploitation ou le commerce des ressources naturelles du Sahara occidental peut être qualifiée comme une violation de l'obligation de ne pas reconnaître et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d'une situation créée par la violation de la norme impérative interdisant la colonisation du peuplement. Pour résumer les normes applicables à l'exploitation des ressources naturelles dans le territoire du Sahara occidental, on peut affirmer que, concernant le Maroc, ce dernier n'a pas la qualité de puissance administrante du Sahara occidental et il n'a aucun titre légal pour mener des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles dans ce territoire. Les activités d'exploitation des ressources naturelles menées par la puissance occupante violent le droit de souveraineté permanente du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, ainsi que la norme impérative interdisant le pillage. Concernant les États tiers, toute implication directe dans l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental constitue 1. Une violation de l'obligation de ne pas prêter aide et assistance à une violation grave de deux normes impératives du droit international, à savoir la norme interdisant le pillage et le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. 2. Une violation de l'obligation de ne pas reconnaître et de ne pas prêter aide et assistance à une situation créée par une violation grave de trois normes impératives du droit international, à savoir le non-recours à la force, le droit à l'autodétermination et la prohibition de la colonisation de peuplement. De même, países están obligados a hacer cumplir el régimen aplicable a la explotación عدم de أحقية los في recursos, a la explotación de استخدام recursos القوة naturales. وكذلك الحق بتقصير Similarly, وحرمة عدم any direct involvement in the exploitation of the natural resources of Monsieur Hamza, vous m'entendez? Monsieur Hamza, oui, vous pouvez poursuivre. d'accord, un instant.
De même, toute implication indirecte dans l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, à l'instar des échanges commerciaux, constitue une violation de l'obligation de ne pas reconnaître et de ne pas prêter aide et assistance à une situation créée par une violation grave de 5 normes impératives du droit international, à savoir le non-recours à la force, 2. Le droit à l'autodétermination, 3. Le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 4. Le pillage des ressources naturelles dans les territoires occupés, 5. La prohibition de la colonisation de peuplements. S'agissant des entreprises, il y a lieu de signaler que les États tiers sont tenus par l'obligation de faire respecter le régime applicable à l'exploitation des ressources naturelles par les entreprises relevant de leur juridiction. De même, l'évolution du droit international a fait que les normes consacrées par les instruments des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont aujourd'hui opposables aux entreprises sous peine de poursuites pénales ou civiles. L'implication des États tiers et entreprises étrangères dans l'aide aux violations des normes du droit international humanitaire, comme le pillage des ressources naturelles et la colonisation de peuplements, peuvent également engager la responsabilité pénale individuelle pour crimes de guerre. Les obligations des entreprises en matière d'observation des régimes applicables à l'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental sont confortées aussi par les normes de la responsabilité sociétale des entreprises. Avant de conclure mon intervention, j'aimerais relever qu'à l'heure d'exploitation des ressources naturelles n'a été menée au Sahara occidental en conformité avec les souhaits du peuple sahraoui, que ce soit pour la pêche, le phosphate, le pétrole ou en ce qui concerne d'autres richesses et ressources naturelles. Cette situation peut être expliquée par le fait que le système juridique international n'offre pas de mécanismes efficaces qui peuvent contribuer à la protection des droits du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles. C'est pourquoi le Front Polisario, en sa qualité de mouvement de libération nationale, la République arabe sahraoui démocratique, en sa qualité d'État membre fondateur de l'Union africaine, ainsi que les ONG et les défenseurs des droits de l'homme et du peuple, doivent poursuivre et multiplier leurs efforts et démarches auprès des organisations internationales et des mécanismes des droits de l'homme, ainsi qu'auprès des juridictions internes et internationales. L'action forte de ces derniers est en effet le meilleur recours pour mettre fin au pillage des ressources naturelles au Sahara occidental. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, M. Hamza Sherif, pour votre présentation, notamment pour avoir rappelé toutes les règles de droit international qui s'appliquent à l'exploitation de ressources naturelles dans un territoire non autonome. Encore une fois, je prie tout le monde d'excuser ces désagréments techniques. Et je vous assure que toutes les interventions seront publiées dans les 3 langues, c'est-à-dire anglais, français et espagnol. Et avec cette précision, je vais passer la parole à monsieur, I will give the floor to Mr. Eric Hagen, representative of the Western Sahara Resource Watch. Eric, do you have the floor? Thank you, Gianfranco. Ladies and gentlemen, thank you for this important event. I will not go into the legal aspects of the natural resources. I want to just give for you the main developments taking place when it comes to Moroccan commercial activities in Western Sahara. And I will just briefly touch upon the sectors of renewable energy, phosphates and fisheries. Those are the most important sectors. We see today that the largest ever energy project in the history of Western Sahara is being built right now. Ships with components to produce windmills started departing Spain about 2 months ago. 2 meses atrás. Equipment that will generate 300 megawatts of energy
And this is basically the same amount as the same volume as what is being produced currently in total. So with this new wind farm in Boujdour, the production will double. And this will continue with new farms over the next year and two, and could potentially double a few more times. We are still calculating in our organization what this will imply, and we're issuing a report on this growth. But it's a remarkable large investment that Morocco is making now in Western Sahara. In addition, we have the solar power. That is not developed as much as the wind is doing right now, but it could massively increase. And we think, it has not been published yet, but we think that the Moroccan government will announce two very, very large solar power plants for Western Sahara, perhaps among the biggest in the world. And this could potentially happen quite soon. So we are concerned about this. There are many different aspects why renewable energy production in Western Sahara is bad. It connects the Moroccan energy needs to Western Sahara through the grid, through the energy supplies. Morocco becomes dependent on Western Sahara, and transmission lines are being built from Morocco to Europe increasingly, and also perhaps in the future from Morocco southwards to Africa. And our fear is that the Moroccan production in Western Sahara will also make other foreign states depending on the Moroccan energy production in Western Sahara. So this is problematic politically. The energy production with windmills is also supplying the needed energy for the plunder of the phosphates. So there's a direct connection between the windmills and the plunder of minerals. Also complex is that the company that keeps winning the tenders, the competitions for contracts in Western Sahara, that company is owned by the King of Morocco. So there is also a direct personal involvement of the royal palace in the renewable energy work of Morocco. And finally, of course, Morocco is able to greenwash, to present its illegal occupation as something ethical and climate friendly. And this has of course, a problem for the Sahrawis. So anyway, we are coming with a report on this topic within 2-3 weeks or so. We're publishing a report on this renewable sector. When it comes to the phosphates, there has been a remarkable development over the last decade. There used to be very many small importers, and now there are a very few big ones. So the number of clients has dramatically decreased. Morocco's biggest client of phosphates produced in Western Sahara is its own subsidiary in India. So India is the biggest. I can't remember the figure. I think maybe 60-70% goes to India. And then the second biggest is New Zealand. And combined, they take in maybe 80% or something. I should have prepared better. Around 80% of the phosphate goes to these two countries. Now, the remarkable new development is Mexico, and that began in the month of August, just 2 months ago. The first time we see exports to Mexico. 2 vessels has arrived, a third is coming, and from what we understand, the Mexican importer will also in the future want more phosphates. So we need to see the Mexican industries take this seriously, and this is of course a matter of the clients of Inofos, the Mexican importer Inofos.
Ironically, the importer in Mexico stated as late as in 2018 that it will no longer involve in this trade because of its wish to behave responsibly. So, so we are concerned that Mexico will be very quickly the second biggest importer after India and before New Zealand. This could very quickly happen. When it comes to the fisheries, the last point, we have, of course, the biggest problem is the demographic aspect, that it attracts tens of thousands of settlers from the neighboring country to work there. 144 companies in Western Sahara are approved to export into the European Union. Of course, we hope that the court case now in September could change some of that. But the problem is that the international community, or most of all the European Union, allows Moroccan companies to export from Western Sahara. We have a return of the Russian fleet. They came back to Western Sahara just approximately a month ago after 1.5 year absence. So they pulled out in March 2020, and now there's a new fisheries agreement and the Russians are back. This is a concern. Most of all, when we see the Russian fleet come, we will also see the West African involvement. The largest clients, from what we can understand, is are the populated West African countries along the Gulf of Guinea, all along the coast of Africa. Ivory Coast, Ghana, Nigeria. These are the main ports of imports. But the really lucrative trade is the fish meal. Fish meal is a product where you take fish, you take normal fish, and you process it into flour, farina, meal of fish. It is placed in bags and exported into Turkey. And we think the Turkish imports of fish meal could perhaps be of the same value as the entire phosphate trade. It's a very valuable trade. And this is going most of all to the aquaculture, of course, to production of fish in Turkey, and which is exported into the European Union. So anyway, these are the main points. The renewables is a concern. It should be a concern for most Sahrawis. It's being exported from Bilbao in Spain, in North Spain, and from Motril in South Spain. So this is something that needs to be addressed a lot. There will be climate negotiations in Glasgow, in Scotland, in November. And I think this is an important occasion to raise awareness about the dirty greenwashing energy production in Western Sahara that will, I think, be the most important part of the plunder or the Moroccan strategies. So thank you so much for your time. You will find information about all these aspects on our website, WSRW, Western Sahara Resource Watch.org. Thank you so much for your time. Gianfranco, s'il vous plaît. Well, you didn't hear me at all. So I wish just to thank Eric for his presentation and for updating us on the Moroccan energy projects and their political and geopolitical implications, as well as on phosphate mondial market and other items. Thank you very much, Eric. And also we will publish with your presentation the website
of your organization. Thank you very much. And with this, je vais maintenant donner la parole non pas à Gilles Devers, mais à son fils Manuel, qui a assisté son père dans toute la procédure juridique devant la Cour de justice de l'Union européenne et donc qui va nous parler de cette procédure et de ce qui va suivre dans les semaines à venir. Manuel, tu as la parole. Allô. Manuel, tu peux prendre la parole. J'étais coincé. Bien. Excellences, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs pour leur invitation à cette conférence qui tombe vraiment à point nommé, puisque, comme vous le savez, nous avons une activité judiciaire. Le 29 septembre prochain, le tribunal de l'Union européenne, qui est la juridiction de première instance au sein du système européen de justice, se prononcera par 2 arrêts sur la légalité des nouveaux accords UE-Maroc, qui incluent illégalement le Sahara occidental sous occupation marocaine. Donc, cette nouvelle date marque une nouvelle étape dans le cycle contentieux initié par le Front Polisario en 2012. Pour que chacun comprenne bien ce qui va se jouer devant les juridictions européennes, je procéderai en 2 temps. D'abord, je rappellerai les acquis des précédentes procédures et je serai un petit peu plus long sur ce point-là parce que je vois encore parfois qu'il y a des incompréhensions. Et ensuite, j'en viendrai plus brièvement aux nouveaux arrêts du Front Polisario. Alors, s'agissant des acquis des nouvelles procédures, lorsqu'on a engagé les premiers recours en 2012, c'est-à-dire il y a quasiment 10 ans maintenant, l'approche dominante, et ça a été expliqué, était celle de ce que j'appellerais la pseudo-théorie des bénéfices. Selon cette théorie, le droit international permettait au Royaume du Maroc d'exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental, sous réserve que ce soit bénéfique aux Sahraouis. Alors cette théorie, qui est frontalement contraire au droit à l'autodétermination, a été un véritable poison pour le peuple sahraoui, parce qu'elle a offert une justification à l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, avec un critère particulièrement flou, qui est celui des bénéfices. Je vous assure, quand il faut réfléchir à cette question-là et voir comment mettre en œuvre ce critère-là, c'est proprement incompréhensible. Des bénéfices pour qui? Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire des bénéfices? Est-ce qu'on parle d'avantages économiques? Est-ce qu'on parle d'avantages socioculturels? Donc, un critère particulièrement flou. Alors, le problème de ce critère, c'est que, s'agissant de l'Union européenne, la Commission a exploité cette zone grise créée par cette théorie pour inventer un régime d'application de facto des accords Union européenne-Maroc. En gros, pour que vous compreniez, bien que les accords avec l'Union européenne ne visent que le territoire du Royaume du Maroc, la Commission européenne soutenait que ces accords pouvaient être appliqués de facto au Sahara occidental, puisque c'était bénéfique aux populations locales. Dans cette approche, tout était faux, évidemment, et l'implication européenne dans l'occupation marocaine du Sahara occidental a gravement entravé la réalisation par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur une donnée concrète qui est trop souvent méconnue.
pour mesurer la gravité de la situation. En 1986, au moment de l'adhésion du Royaume d'Espagne, les dirigeants européens font le choix d'épouser la logique des accords secrets de Madrid, et donc les Saharawi sont toujours inclus dans les accords Union européenne-Maroc de pêche. C'est un point qui est très connu. En revanche, ce qui est moins connu, c'est que dès 1993, immédiatement après la conclusion du plan de règlement et du cessez-le-feu, la Commission européenne est présente en territoire sahraoui occupé pour donner les premiers agréments permettant les exportations vers l'Union européenne. Très concrètement, en 1993, il y a 3 sociétés marocaines implantées illégalement au Sahara occidental qui sont autorisées à exporter vers le marché européen. Aujourd'hui, on en dénombre 140. C'est un tiers de l'appareil de production du Royaume du Maroc. Et le volume d'exportation marocaine depuis le Sahara occidental s'élève à 500 millions d'euros par an. Et donc, évidemment, quand on voit les chiffres, mais aussi le timing, la question qu'on se pose tous, c'est si finalement l'Union européenne s'était tenue à distance de l'occupation marocaine du Sahara occidental, est-ce que le Royaume du Maroc aurait eu les moyens d'entraver le processus d'autodétermination comme il l'a fait? Il y a donc une responsabilité extrêmement lourde des dirigeants européens. Alors, c'est donc dans ce contexte d'une grande hostilité de la part de la Commission européenne à l'égard du peuple sahraoui que les recours du Front Polisario ont été introduits avec comme objectif principal que l'Union européenne cesse de s'ingérer dans le processus d'autodétermination du Sahara occidental. Le recours du Front Polisario, il y en a eu plusieurs, mais dont un majeur, ont abouti à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2016, qui a permis de dégager 4 acquis pour la cause sahraoui. D'abord, et c'est un point qui est important pour nous, par le jeu contradictoire, le Front Polisario a contraint la Commission européenne à prendre position sur 2 points. D'abord, quand elle a été interrogée par le juge, la Commission a été obligée de confirmer que ni l'Union européenne ni aucun de ses États membres n'avait jamais reconnu une quelconque souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Deuxièmement, devant le tribunal de l'Union européenne, et c'est un point qui est parfois sous-estimé, c'est que la déclaration, la Commission européenne a déclaré explicitement, je cite, « ne pas contester la qualité de représentant du Front Polisario du peuple sahraoui reconnu par l'ONU ». C'est donc un acquis qui est important parce qu'on nous dit des fois, est-ce que le Front Polisario représente aussi pour les intérêts économiques? Est-ce que c'est seulement pour les questions politiques? Là, vous avez la Commission européenne qui dit, c'est bon pour moi, c'est le représentant du peuple sahraoui. Ensuite, dans son arrêt du 21 décembre 2016, et là, je viens sur les 2 acquis supplémentaires, la Cour de justice de l'Union européenne a totalement rétabli le cadre juridique applicable à la question sahraoui en rejetant cette pseudo-théorie des bénéfices qui était un non-sens complet. Premièrement, quant au statut juridique du Sahara occidental, la Cour a jugé qu'en application du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, le Sahara occidental a un statut séparé et distinct par rapport au Royaume du Maroc. La Cour, et j'insiste sur ce point parce qu'il n'a pas été suffisamment perçu, la Cour a donc sanctionné la composante territoriale du droit à l'autodétermination. Ça veut dire que donc le peuple sahraoui a le droit au respect de l'intégrité territoriale de son territoire national qu'est le Sahara occidental. Par conséquent, les accords conclus avec le Maroc ne peuvent s'appliquer qu'au territoire du Maroc, à l'exclusion du Sahara occidental. C'est la fin de la théorie du de facto. Plus d'application de facto, plus d'administration de facto. Le deuxième point, peut-être plus important encore, c'est que la Cour a jugé que le peuple du Sahara occidental constitue un sujet de droit international, tiers aux relations Union européenne-Maroc, dont le consentement s'impose à l'Union européenne pour tout accord international applicable
au Sahara occidental, indépendamment des bénéfices. C'est le paragraphe 106 de l'arrêt de la Cour que je vous invite à lire parce que tout y est, dans lequel la Cour détruit totalement la théorie des bénéfices. Par conséquent, la question n'est plus de savoir si l'exploitation des ressources naturelles est bénéfique, mais si le peuple sahraoui a donné son consentement avec un critère juridique simple, binaire, soit c'est oui, soit c'est non. Mais en l'absence de consentement, l'exploitation des ressources naturelles est illégale. Exit le poison des bénéfices. J'insiste sur ce point parce qu'une partie de la communauté internationale et la Commission européenne a joué le statut de territoire non autonome du Sahara occidental contre le peuple sahraoui pour lui voler ses ressources, alors que le Maroc n'a jamais été sa puissance administrante, qu'il est une puissance occupante qui agit dans le déni et qui donc ne peut pas se revendiquer du droit international humanitaire, alors que finalement, quand on lit le droit, le peuple sahraoui est chez lui au Sahara occidental, les ressources naturelles du Sahara occidental sont les siennes, et donc la seule question, c'est le consentement. Pour dégager ce consentement, la Cour s'est fondée sur deux éléments. D'abord, évidemment, la reconnaissance du droit à l'autodétermination, ça c'est le premier point que tout le monde connaît, mais le deuxième, et c'est le paragraphe 105 de l'arrêt de la Cour, c'est que le peuple du Sahara occidental dispose d'un représentant reconnu par les Nations Unies, c'est le Front Polisario, ce que la Commission européenne a reconnu dans la procédure. Donc, pour peu qu'on lise l'arrêt de 2016 de bonne foi, tout était clair. Les accords Union européenne-Maroc ne concernent que le territoire marocain. Si l'Union européenne veut des accords applicables au Sahara occidental, pourquoi pas? Mais alors à ce moment-là, il faut obtenir le consentement du peuple sahraoui, autorisé par le Front Polisario, avec un précédent. Et c'est pour ça qu'à nouveau, on n'est pas dans une création, mais dans un développement du droit. C'est que l'Union européenne a déjà un autre accord international avec un mouvement de libération nationale. C'est l'accord d'association Union européenne, Organisation de libération de la Palestine, qui est applicable à l'ensemble du territoire de la Palestine occupée, en ce compris Jérusalem-Est. Donc, très sincèrement, le 21 décembre 2016 au soir, en tant qu'avocat et conseil, on pense que notre travail est fini. Et que maintenant, vu la feuille de route et le mode d'emploi que la Cour a donné à la Commission aux États membres, on va laisser la place aux négociateurs et aux diplomates. Mais au lieu de respecter l'arrêt de la Cour, la Commission, sous l'influence de la France, c'est documenté, a organisé le contournement des arrêts de la Cour en renégociant deux accords avec l'occupant marocain, cette fois explicitement applicables au territoire sahraoui. J'en viens ici au deuxième temps de mon exposé concernant ce qui se joue dans les nouvelles procédures du Fonds Polisario. Alors, bien sûr, la Commission européenne ne pouvait pas ignorer totalement l'arrêt de la Cour. Du coup, pour respecter le statut séparé et distinct, soi-disant, elle a proposé un processus d'extension. Par ce processus d'extension, les précédents accords Union européenne-Maroc, qui ne concernaient que le territoire marocain, sont explicitement étendus au Sahara occidental. Quant à la condition du consentement, la Commission européenne a inventé un processus de consultation des populations qui a été mené exclusivement avec l'occupant marocain et qui n'a impliqué que des colons marocains en territoire sahraoui occupé. Ce processus de consultation a abouti à la conclusion de deux nouveaux accords avec le Royaume du Maroc, un accord agricole qui réglemente les exportations depuis le territoire du Sahara occidental vers l'Union européenne, et un accord de pêche. Et sur l'accord de pêche, un élément qui pour nous est quand même flagrant, c'est que la Cour a posé un cadre juridique. Non seulement la Commission ne l'a pas respecté, mais elle est allée encore plus loin dans l'illégalité parce que c'est l'accord de pêche le plus important signé avec le Maroc de tous les accords de pêche qui existaient. Ces deux nouveaux accords ont donc été attaqués par le Fonds Polisario et donc, après 2 ans de procédure, puisque les recours ont été introduits en 2019, ce sont les deux arrêts que nous attendons pour le 29 septembre. En tant qu'avocat et conseil, notre travail est de rédiger les actes de procédure au meilleur niveau
tout en restant extrêmement humble et prudent devant le juge, parce que c'est le juge qui tranche, c'est lui qui décide. Par conséquent, pour moi, il est clair qu'il n'est pas question de préjuger de ce que seront les deux arrêts du 29 septembre. Cela étant dit, nous avons des éléments objectifs qui nous rendent raisonnablement optimistes. D'abord, la grande différence avec 2016, c'est qu'il ne s'agit plus de faire reconnaître le droit applicable à la question sahraoui en droit européen avec tous les scénarios les plus noirs qui auraient pu exister, c'est-à-dire que le jury européen aurait sanctionné le critère des bénéfices. C'était vraiment un blanc-seing donné à l'occupant marocain pour exploiter encore plus les ressources naturelles. La question là, c'est seulement de faire appliquer l'arrêt de 2016. Ça veut dire qu'en 2016, on a fait 90% du travail, et pour le 29 septembre, il nous reste 10% du travail. De plus, et l'autre élément qui est important, c'est que la Cour, en 2018 et en 2019, a réitéré à plusieurs reprises sa jurisprudence relative au Sahara occidental et qu'elle l'a appliquée à la Palestine occupée concernant les produits des colonies de peuplement, où la Cour a en se fondant sur sa jurisprudence sur le statut séparé et distinct du Sahara occidental. Donc, il faut bien comprendre que la jurisprudence, les principes fondateurs qui font Entendiendo bien la jurisprudencia de la Corte, de sa jurisprudence qui font que, raisonnablement, on ne s'attend pas à un revirement de jurisprudence marquant un recul des droits du peuple sahraoui. Ensuite, et c'est un point un peu technique, mais sur lequel je veux revenir, parce qu'à nouveau, il n'a pas été suffisamment souligné. En acceptant le processus d'extension des nouveaux accords Union européenne-Maroc, le Maroc est tombé dans un piège tendu par la Commission européenne. Normalement, lorsqu'un État conclut un accord international, il s'applique à l'ensemble de son territoire national. Par exemple, on n'a jamais vu l'Italie conclure un accord explicitement applicable à la Sardaigne pour la simple raison que la Sardaigne fait déjà partie du territoire souverain de l'Italie. Or, en reconnaissant la nécessité d'un processus d'extension, le Royaume du Maroc a accepté dans un accord international qu'il n'avait pas de souveraineté à l'égard du Sahara occidental, parce que c'est un territoire séparé et distinct qui est en dehors de ses frontières internationales. Voilà donc qui réduit à peu de choses, et même à néant, la proclamation Trump. Les dirigeants marocains présentent cette proclamation comme une grande victoire, alors qu'en réalité, quelques mois auparavant, ils ont conclu un accord de droit international, pas simplement une déclaration de droit américain, avec l'Union européenne, dans lequel il a acté son absence de souveraineté à l'égard du Sahara occidental. Donc, tout le monde était inquiet par la déclaration de Trump. Personnellement, j'ai plutôt vu une diplomatie marocaine perdre la boussole. Au plan de la procédure devant le tribunal, le processus d'extension est un baiser mortel pour le Maroc. Comment est-ce que la Commission européenne ou la France, allié historique du Royaume du Maroc, pourrait-il défendre les soi-disant droits du Maroc à l'égard du Sahara occidental, alors que lui-même y a renoncé dans un accord avec l'Union européenne? Tout se joue donc sur une question précise qui est celle du consentement. Et ici, si je simplifie la problématique, je la reformule, le problème de droit qu'on avait à traiter suivant: est-ce qu'un processus informel de consultation peut valoir consentement d'un peuple disposant du droit à l'autodétermination et à l'indépendance? Est-ce qu'un simple processus de consultation peut valoir consentement d'un peuple souverain? Ici, je ne développerai pas, il suffit de s'en remettre à l'arrêt de la Cour de 2016 qui vise explicitement le consentement du peuple du Sahara occidental, après avoir rappelé la reconnaissance du Front Polisario comme seul représentant du peuple sahraoui. Et donc, de notre point de vue, qui est un point de vue technique, parce qu'on fait de la procédure, on est face à un problème d'exécution d'un arrêt de la Cour. Comment est-ce que la Commission peut avoir respecté l'arrêt de la Cour quand elle n'en respecte même pas la terminologie? Compte tenu de ces éléments, nous nous attendons donc à un résultat favorable pour le peuple sahraoui le 29 septembre,
avec des développements, nous l'espérons, sur la recevabilité du Fonds Polisario, avec cette fois une reconnaissance explicite qui nous permettra d'engager un rapport de force avec l'Union européenne, avec un objectif clair, pousser l'Union européenne en dehors du Sahara occidental. Le moindre bout d'Union européenne, la moindre once de droit de l'Union européenne, nous aurons les moyens de la combattre effective et d'impousser un retrait de l'Union européenne et donc des alliés du Maroc, c'est-à-dire la France et le Royaume d'Espagne. Je vous remercie pour votre attention et pour l'organisation de cet événement. C'est moi qui te remercie, Manuel, surtout d'avoir justement rappelé un peu tout le ITER, le processus auprès de la Cour européenne, des décisions qui ont été prises fondamentales par rapport au statut du territoire du Sahara occidental et ses implications, et également des responsabilités politiques de l'Union européenne et de ses États membres, notamment la France et l'Espagne. And now I will come back a step. Eric Hagen told us that New Zealand is current second custom of the Sahrawi phosphate. And we have with us Mr. Mike Barton, coordinator of the Western Sahara campaign in New Zealand. And I will give him the floor to explain how the issue is dealt with in New Zealand. Please, Mr. Barton, you have the floor. Good morning and good afternoon, everybody. I think my starting point would be that clearly an occupation is corrupt, and this corruption goes down and down and down, and we're seeing the impact of this in New Zealand. We consider the import, without doubt, it's unethical. The import of the phosphate is unethical and immoral. And New Zealand has become more and more dependent on the phosphate to fertilize its pastures, to increase productivity. New Zealand boasts that there's 5 million people live here, but it produces enough food for 40 million people. Well, most of that production is off the back of the hugely fertilized fields using the fertilizers that are created from Saharawi phosphate rock. The two major importers, they are the two importers, one company is called Balance Agri-Nutrients, and the other one is called Ravensdown. And I just want to give a couple of examples of where we are with these people. We were involved in a court case last year where we asked the New Zealand Superannuation Fund to divest from anything that might be linked to this trade. And we didn't do so well in the court case, but the judge did say that the trade poses a reputational risk to New Zealand. And that is something that we've banged on about. We've made a large fuss to anybody who will listen to us. Now, the one thing about this is once this case was concluded, it was the attitude of industry to us. It feels a little personal because New Zealand's quite small, and we're actually named, both myself and the Polisario representative to Australia and New Zealand, Kamal Fidel. But there were things like we had personally cost the New Zealand taxpayer hundreds of thousands of dollars. Well, we saw the bill at the end for the lawyers, and it was nothing like that. But that is the Fertilizers Association, which represents the two importers, has put that in the public space and has said that in an interview, oh, these terrible people, they've cost us all this money, and we don't have a voice. The Ravensdown have been testing a new mixture using Togolese and Vietnamese rock. And it's good, it fits the bill, it's within the cadmium limits. Now, cadmium's a big deal here because it gets into the soil and they have to come up with mechanisms to remove the cadmium. So they want phosphate rock that is light in cadmium. So they created this mix of the Togolese and the Vietnamese rock that falls within the environmental guidelines, but suddenly they don't want to use it. And when they were pushed about why they don't want to use it, they said because of the dust. Well, the dust would be inside their factories and their grinding areas. But the interesting thing about the dust problem, Balance
poisons pretty much a local indigenous community with the dust from its plant, but that's not an issue. They're not, and they've even got the support of the regional council and saying, oh, it's not really that much of a problem. We monitor it, but it's a problem for them personally in their factory, but it's not a problem for their neighbours. You say, well, that surely that's unethical and immoral. We staged a protest, and two of our people who were demonstrating were struck by vehicles trying to enter the balance yard. So when we went to the police, it was just, oh, well, yeah. And the police weren't prepared to push it. We have a complaint with New Zealand's Media Council about the way we were treated in a particular article. And when we went to the newspaper to start with and said, you have just taken the opinion of these companies at face value. You haven't questioned us. They said, oh, we haven't got a journalist we can't give a journalist enough time to be dealing with that issue. But you reported it, and you reported what the company said, and you didn't check with us. Oh, no, sorry, we don't have enough time for that. One of the trade unions here, one of the maritime unions, has delivered letters of complaint to the ship's masters as the ships arrive with their phosphate rock. Now, recently, the union was looking at refusing to unload the cargo. But suddenly there's a legal thing comes up and they say, no, you can't do that. We changed the law several years back. There was a government here that was quite opposed to union activity. So if the union members had refused to unload this cargo, they could have possibly had the assets of the union seized. Some of the other things, I just read it, these are like bullet points now. The phosphate industry claims that what they're doing is important work because it keeps Saharawi in jobs. As we said to them, so Saharawi should surrender their sovereignty in exchange for a couple of hundred jobs at a fertilizer factory. Okay. They say that the import is important because it helps keep New Zealand pasture lower in cadmium. Well, we've already dealt with that. The other thing that I am worried about from what Eric said earlier, if Mexico overtakes New Zealand in terms of import, I'm pretty sure the next thing you will say, well, we're not so bad. You know, other countries, look, Mexico are now importing more than us. You know, it's an okay trade. They've actually tried to say that. We saw some internal emails from one of the phosphate companies about 2 or 3 years ago. And clearly the executive within the company is telling most of the workforce stuff that is simply not true about the trade. It was just outrageous. There's a couple of unusual social media accounts run by people from Morocco, and the companies were quoting directly from those accounts. What else can I tell you? The staff that we talk to at both of these companies, if we talk to senior management, they always say the same thing. We recently approached a new board member, and she said word for word in her reply to us what the chairman had said to us in a previous thing, previous communication. It's just the same thing, same thing. But lastly, what we're doing at the moment is we're trying to attack government here for providing public money to assist these importers. Now, once they bring the phosphate in, they create their fertilizer products, they have to monitor the use of this to avoid polluting waterways. Well, there's a large software package they use called Overseer. It's cost millions and millions, but turns out that most of the funding from that hasn't come from the two companies, but it's been given to them by government. So just at the moment, that's what we're concentrating on. We're trying to get a specific figure and then try and put it in the public eye and say, should New Zealanders be funding these two plunderers of Western Sahara rock? And I think that's all the points I'd like to raise, which is just essentially what it is the export of that rock by the Moroccan, by OCP or Phosphocra is, in our view, it's just theft. That's what it comes to. We know the trade is unethical and immoral. That's our view. But what it is we're concerned down at our end is
the impact it is having on New Zealand ethics and morality. People make excuses. Recently, and it's just quite by chance, one of the people who was responsible for unloading one of the ships, she's a port agent. She turns out she's related to my mother's neighbor. New Zealand's quite small. And she thought it was almost a badge of honor. Yes, right, well, that's tough. I'll be unloading it and I'm going to enjoy unloading it. And that's the dilemma. It's corrupt and it just trickles down and creates more corruption at this end of the world. So thank you for listening. Merci, Omen. I thank you, Mr. Barton, for sharing with us. Do you hear me? I do. Okay. I thank you very much for sharing with us the situation in New Zealand and the struggle you're doing there. And I think we can all thank you for that. Maintenant, pour conclure cette conférence, j'ai l'honneur de passer la parole à son Excellence Monsieur Oubi Bouchraya, ministre pour l'Europe de la République arabe sahraoui démocratique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Okay, good afternoon, everybody. Thanks, Gianfranco. And also, I would like to seize this opportunity to thank our brother, Mr. Fernandez of Timor-Leste, who is the chairperson of the Geneva group. The group is undertaking a great job in Geneva, the same as your group also of the NGO. So at this stage, I guess I'm left, I've been left almost with nothing to say. But don't worry, politicians, they find always their way to say something, but not necessarily always accurate, by the way. Anyhow, with your permission, I would like to start by a short introductory update on the situation in Western Sahara on the eve of this upcoming critical meeting of the UN Security Council that is scheduled to take place by the end of next month in New York. Generally, no progress at all was registered. We are still with the same story of the special envoy, though we are receiving some information that the Moroccan government has just hours ago agreed to accept the nomination of the proposed candidate since months now, de Mistura. But in this regard, I have to restate the position of the Frente Polisario that the nomination or the appointment of a special envoy shouldn't be an end in itself, and shouldn't be also used anymore as a shield by the UN Security Council or the UN Secretary General to hide behind and to keep the same tradition of almost 30 years of managing the conflict instead of resolving it. Or instead of investing seriously to resolve it on the basis of the only existing and ratified agreement between the parties, which is the conduction of a free and transparent referendum of self-determination. Business as usual is no longer an option. The situation on ground and the ongoing war as a result of the Moroccan violation of the ceasefire in November 2020 do not leave any room for that. But also the mounting tension in the region resulting from the obstructionist and destabilizing policy of Morocco do not allow it either. So the interest of the upcoming meeting of the UN Security Council is the fact that is the first meeting since November last year, since the eruption of war in Western Sahara,
where a report by the UN Secretary General is to be examined, and eventually a new resolution to be adopted for the first time since the eruption of the war in Western Sahara. It is an opportunity to see whether the supreme body is conscious of the seriousness and the dangers of further deterioration or not. And is there a will to assume the responsibilities by adopting a new approach that identifies the party responsible for the UN failure and the dramatic turnout of event in November, and determines a quick and clear way forward to resolve the conflict in Western Sahara. We just wait and see until the end of October. Now, on the natural resources, which is the principal subject of our seminar, the substantial elements have been extensively presented by the panelists that preceded me. Yet, I would like to refer to some overview concluding remarks. One, the first remark is the fact that the legal battle around the issue of the plundering of our natural resources that the Sahrawis and their friends are undertaking since years now comes within the general context of our resistance and national struggle for self-determination and independence. We all know, and Manuel touched on already, that sovereignty over natural resources is one of the key 4 elements or pillars of the right of self-determination, which includes, in addition, the national unity of the Sahrawi people versus population, not the population, the territorial integrity of Western Sahara versus the Kingdom of Morocco, and the freedom to make the political choice. So that was the first remark. The second is the fact that the victories that the Sahrawi people is scoring in this aspect is indeed an outcome of a tireless collective effort by all of us present here as panelists and attendees, lawyers, academics, watchdog NGOs, civil society, journalists, and of course, diplomats. For instance, we wouldn't imagine getting the spectacular results without the consistency and the professionalism of Western Sahara Resource Watch, or the continuous elaboration of studies and reports by the university professors and journalists, and without the alive spirit and mobilization of other civil society and solidarity groups. So we want to, on behalf of the Sahrawi people, to thank you all for the tremendous energy you put in this issue. Third element, as you all know, the EU General Court has set September 29 as a date to announce its decision on the appeals that have been filed in by the Frente Polisario against the EU-Morocco economic accords that include the territory and the natural resources of Western Sahara, violating the 2016 and 2018 EU Court of Justice rulings. The first appeal has been introduced, as you may know, on April 27th, 2019, the case T279/19 against the free trade agreement and agriculture product and the extension mechanism that was invented by the EU to undermine the court decision and please Morocco. And the second appeal against the fisheries agreement has been introduced on June the 10th, 2019, case T344/19. And the demand in both, and I think Manuel extensively explained that, the demand in both cases is to annul the 2 agreements on the basis of the EU Court of Justice, especially the December 2016 decision.
We are confident that our lawyers have done a good job, a great job since then, and we have legitimate hope that the General Court will once again confirm the sovereignty of our people over the natural resources of Western Sahara. If we imagine the progress achieved in a pyramid scheme, the upcoming decision that we are waiting for now by the EU General Court would constitute a third stair up of this pyramid. The bottom stair was Hans Corell's consultative opinion in 2002 that reaffirmed, of course, the legal status of the territory, but also the permanent sovereignty of our people via the benefit as of the people as a condition to any activity in the territory. The second step up in this paradigm scheme is, of course, the EU Court of Justice historic ruling of 2016 that consolidated the consent of the people of Western Sahara instead of the benefit as a precondition of any economic activity in the non-self-governing territory of Western Sahara. The consent is now the key word. It is directly linked to the permanent sovereignty of the people and the political and sole representation of these people by the National Movement of Liberation, the Frente Polisario. I think that the particular interest of the September new decision would be, in addition to the annulment of the accords, is the confirmation of the legal personality of the Frente Polisario with a solid status to act before the international judiciary system. This will be the third stair up in this pyramid scheme that is growing, progressing slowly, but firmly. And to conclude, we do believe that this dynamic around the natural resources in Western Sahara will have a positive impact on the political process, weakening the colonization and the occupation economy, and thus strengthening the right of self-determination of our people and ultimately the independence of Western Sahara. I thank you for listening. Yes, thank you very much, Minister Bouchraya, for sharing with us the Polisario Front vision on the current situation and for updating us on the move for the nomination of possible new personal envoy of the Secretary General, hoping that this will move forward the negotiations with the occupier. And with this, we will have some 15 minutes left. So I don't know if there is anyone who wants to make a comment or raise a question. Please click on the small hand at the bottom of the screen so that we can recognize you. Or just raise your hand if you are on video. Si quelqu'un veut poser une question, faire un commentaire, cliquez sur la petite main en bas de l'écran ou si vous êtes, si on peut vous voir, levez votre main.
Je ne vois personne. So if this is not the case, I would like to thank, first of all, Mr. Fernandez and the Timorese permanent mission for organizing the conference, and all, of course, all of the panelists for their participation, and all the people who assisted to this conference, even with some technical problems. Thank you very much to everybody, and also the interpreters, and see you soon. La luta continua.